Alors, quel regard les Français portent-ils sur les villes moyennes? Que voient-ils, que pensent-ils lorsqu'ils entendent le mot de ville moyenne? Et pour aller au bout de la question, est-ce que les Français veulent quitter les métropoles pour rejoindre les villes moyennes ou au contraire en partir pour profiter des opportunités d'emploi qu'ils trouveraient dans les métropoles? Alors c'est le sujet que nous avons voulu éclairer en demandant aux instituts Kantar et Potluck de mener l'enquête. Pour nous présenter ce sondage et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Rivière qui dirige la division publique de Kantar. Bonjour. Bonjour. J'accueille également François Merlène qui est président délégué du conseil d'administration de la Fédération nationale de l'immobilier, plus connue sous le nom de FNAIM. Bonjour. Bonjour. Et j'accueille également Robert Herrmann qui est ancien président de l'Eurométropole de Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Alors, sans plus attendre, je vous propose de découvrir les résultats de ce sondage et je vous laisse la parole, Emmanuel, pour que vous nous en présentiez les principaux résultats. Premier chapitre de ces résultats qui concerne le logement et l'envie en fait que l'on a derrière le logement. La nature du logement qu'on souhaite habiter et l'espace qu'on a où on souhaite habiter. Et le premier constat, alors peut-être qu'on va le considéré comme peu surprenant, en tout cas le plus surprenant de cette étude, c'est que l'aspiration, c'est d'avoir une maison, si possible une maison avec un espace et si possible une maison à la campagne, puisqu'il se trouve qu'on a un Français sur 5 qui nous dit que l'épidémie de Covid-19 lui a fait considérer comme une possibilité de quitter le lieu où on vit, ce qui n'est pas rien, les questions de mobilité ne sont pas forcément très très simples. Plus de la moitié des gens qui disent non, je bougerai pas, mais il y a cette mobilité des Français. Parmi les habitants des grandes villes, on n'est pas loin d'un tiers et même un tiers en agglomération parisienne pouvant envisager de quitter son lieu de vie. Alors, pour aller où? Et c'est une des premières manières d'aborder la question des villes moyennes. Quels sont les territoires dans lesquels on aimerait habiter? C'est ce que je vous propose de découvrir à travers la question suivante, qui invite à dire si on aimerait ou pas habiter dans un certain nombre de territoires. C'est la partie verte des histogrammes que vous avez sous les yeux concerne la part des personnes qui voudraient habiter ou qui aimeraient habiter dans les dits territoires. Et en fait, schématiquement, les gens qui habitent les zones en haut de cette liste de zones géographiques ont plutôt tendance à vouloir aller vers les zones du bas du graphique avec une sorte de plébiscite pour habiter à la campagne, habiter en zone rurale. Puisque ce choix existe, le sondage nous a amené à creuser sur les éléments d'image et de perception des villes moyennes. C'est le deuxième chapitre qui montre d'ailleurs que cette attractivité de la ville moyenne peut se construire dans un contexte de perception qui est relativement flou. L'on peut décliner de plusieurs manières. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une ville moyenne? On a un peu demandé aux gens de se pencher sur la question et c'est pas si évident. Il n'y a pas une catégorie de taille de ville ou d'agglomération. Il y en a à peu près la moitié qui considèrent que c'est ça la ville moyenne. Et puis il y a une autre question qui consiste à dire vous-même où est-ce que vous vivez, où est-ce que vous habitez. C'est ce que nous disent les habitants des villes moyennes. Et vous voyez qu'une partie des habitants des villes moyennes, que nous savons habiter dans la ville moyenne, nous disent habiter dans une petite ville. C'est le cas d'un quart d'entre eux. Et d'autant plus d'ailleurs quand ils habitent à la périphérie d'une ville moyenne, ils vont pour un tiers nous dire qu'ils habitent une petite ville. Donc c'est un objet qui n'est pas forcément complètement identifié. Et finalement, c'est peut-être pas tant l'appellation ville moyenne que des caractéristiques de ville moyenne qui vont créer leur attractivité. Ces caractéristiques, nous les avons étudiées. C'est le résultat que je vous propose de découvrir maintenant, qui est probablement d'ailleurs un des points les plus riches de la présentation. Il consiste à demander à quel type de territoire on associe un certain nombre de caractéristiques. Les caractéristiques sont ce qui apparaît en colonne, quel est le territoire avec la meilleure offre de commerce, le territoire le plus innovant. Et on ne pouvait à chaque fois donner qu'une réponse. Avec la meilleure offre de commerce, vous voyez qu'on a
une répartition quasiment équivalente entre la réponse « c'est dans les villes moyennes que l'on trouve cette caractéristique » et la réponse « c'est dans les grandes villes » que l'on trouve ces caractéristiques. Alors, on attribue très majoritairement aux villes moyennes des caractéristiques positives, où il y a tout ce qu'il faut, etc., y compris d'ailleurs proche de la nature. C'est ce qui apparaît en bas de la partie gauche de l'histogramme. 7 Français sur 10 pensent que les villes moyennes sont proches de la nature. Donc, c'est davantage associé aux zones rurales, mais ce n'est pas nier cette qualité aux villes moyennes. Et puis, ce qu'on n'attribue pas aux villes moyennes, mais ça tombe bien pour leur image, c'est plutôt tout ce qui relevait des griefs. Et donc, il y a un certain nombre d'idées reçues qu'on n'avait pas forcément préemptées comme étant très installées dans la population, mais là, dont on peut tordre le cou, l'image de villes qui seraient un peu endormies, où on s'ennuierait, où on risquerait de souffrir d'isolement, ou même des villes que l'on fuirait, n'est pas du tout associée à l'image des villes moyennes, alors qui reste à construire. Vous avez pu remarquer peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient très très sûrs d'eux. Bon, il est vrai qu'on parle d'un concept dont on a dit qu'il était à définir aussi des villes moyennes. Sur certaines villes, on peut avoir évidemment, et sur sa propre ville, des images beaucoup plus précises. Pour revenir sur une autre caractéristique qui concerne le dynamisme et l'attractivité associée aux villes moyennes, que ce soit d'ailleurs par les Français ou par les habitants de ces villes moyennes, à la question de savoir si elles sont plus, moins ou autant dynamiques qu'avant, attractives qu'avant. On a plutôt une moitié de Français qui nous dit bah non, ce sont des villes plus dynamiques, plus attractives. Alors, vous, ça ne vous fait peut-être pas sursauter, mais moi qui passe ma vie à regarder des résultats d'enquête, je vous assure que je n'en trouve pas beaucoup des résultats d'enquête où des gens nous disent ça va mieux qu'avant sur un domaine, sur un secteur, etc. Et là, on parle des villes moyennes, on demande si c'est plus dynamique économiquement, si c'est plus attractif, et les gens nous disent oui, c'est mieux qu'avant. Et ça, c'est une vraie question pour le coup dans ce pays où on désespère de recréer de la confiance, de recréer de l'envie, de recréer de l'optimisme collectif. Finalement, ce résultat invite à s'intéresser à ce qu'il faut mettre en avant, justement, ces zones, ces territoires ou ces secteurs, du reste, où les gens spontanément disent oui, là-dessus, il y a une trajectoire positive, une trajectoire qui nous permet d'y croire. Alors, les gens qui habitent des zones très urbaines vont plutôt chercher le calme dans les villes moyennes. Les gens qui habitent des zones rurales peuvent être attirés par les villes moyennes, par les opportunités qu'elles offrent et la qualité et la diversité des services qu'elles offrent. Ce qui pose vraiment, d'ailleurs, vraiment clairement la statue des villes moyennes comme villes charnières, qui sont bien à l'articulation des aspirations et qui sont bien à l'articulation des conditions nécessaires pour qu'un territoire soit attractif et qu'on s'y sente bien pour y vivre. On peut attirer les gens dans les villes moyennes si on a une problématique d'attractivité par tout un tas de qualités, mais on voit que beaucoup sont reconnus. Et donc, l'élément déclencheur étant l'emploi, ça veut dire aussi que finalement, c'est aussi des entreprises qu'il faut attirer dans les villes moyennes. Et là, cette enquête, je trouve, donne un argument extrêmement fort, c'est qu'il est tout à fait facile de rassurer les investisseurs, les entrepreneurs qui envisageraient de créer des implantations dans des villes moyennes, de les rassurer sur un point, c'est qu'ils n'auront pas de mal à y attirer des talents, parce que s'il y a des opportunités d'emploi, il y a plein de bonnes raisons de venir y habiter et d'y emmener sa famille. Je vais maintenant demander à Marc-Olivier Padis de réagir, le directeur des études de Terra Nova, pour une raison, c'est qu'en 2019, Marc-Olivier Padis a écrit un rapport sur la France de habiter dans 20 ans. Et j'aimerais qu'il nous dise si le sondage et ce qu'il a écrit sont raccords. Et pour cela, je me tourne vers Chloé Voisin-Bormuth. La question que j'aimerais vous poser, c'est dans quelle mesure ces résultats du sondage sur les villes moyennes revisitent les 4 scénarios que vous aviez élaborés et présentés dans l'étude que vous avez publiée en 2019 sur habiter dans 20 ans. Oui, merci. Pour savoir où nous allons habiter dans 20 ans, il faut avoir en tête quelques grandes tendances de fond. La première tendance importante, c'est que la population française, depuis 40 ans, gagne de la population chaque année, plus 0,5% de population par an en moyenne. Et donc cette population, elle doit se loger et elle ne se concentre pas uniquement dans les métropoles. Alors, je vais vous montrer une carte qui est faite par le CGET, le Commissariat général à l'égalité des territoires, qui montre en fait comment va être la population en 2040 en France, comment elle va se distribuer sur le territoire.
Et cette carte, il faut la lire d'une double façon. D'abord, vous voyez qu'elle est déformée en fonction du nombre d'habitants sur le territoire. Et puis, il y a des couleurs. Et plus la couleur est intense, plus la progression de la population dans ces zones-là est forte. Et en fait, il y a 3 choses à lire sur cette carte. La première chose qu'on lit, c'est que le poids de Paris et de l'Île-de-France reste fort. Évidemment, c'est là que se concentre une grande partie de la population française. Et il faut garder en tête le fait que le logement est un secteur à évolution lente, parce que la mobilité résidentielle est faible et que d'autre part, le parc immobilier se renouvelle à un rythme très lent aussi, 1% par an, ce qui veut dire que dans 20 ans, on n'aura renouvelé que 20% du parc, et donc, à contrario, que 80% du parc est déjà construit. Mais donc, cette première zone, Paris et l'Île-de-France, elle a un point important. En revanche, la couleur est assez claire, c'est-à-dire que la progression de la population est faible. Ce n'est pas là que la population va se concentrer d'ici 20 ans. Et puis, il y a une chose à regarder, c'est toutes les zones très colorées, en couleur intense. C'est ce que le CGET appelle la France en U, c'est la France qui va se développer, c'est-à-dire tous les littoraux à l'ouest, depuis le nord de la Bretagne, toute la côte atlantique, et puis après le golfe du Lion, la côte d'Azur, et puis en remontant les Alpes, Lyon et jusqu'à Annecy. Et ça, c'est la France attractive en fonction de 2 phénomènes bien connus. D'abord, l'attrait du soleil, l'héliotropisme, et puis la course au littoral. On veut être proche de la mer. Alors évidemment, on pense que ce sont les retraités qui choisissent d'aller prendre leur retraite là-bas, mais pas seulement. Il y a aussi des jeunes actifs qui ont envie d'habiter dans ces zones et du coup se développent les métropoles comme Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille et Lyon. Alors si on a en tête ces dynamiques, qu'on a fait dans notre rapport, c'est qu'on a dégagé 4 scénarios. Effectivement, il n'y a pas un seul avenir possible, il y en a plusieurs. Donc, je vous les présente rapidement. Premier scénario, c'est la concentration métropolitaine, c'est-à-dire que les forces économiques sont prépondérantes et celles-ci poussent à la concentration dans les centres, la concentration de l'activité en particulier, dans les centres des principales métropoles. Et donc, c'est ce qu'on a vu, les métropoles attractives de la France en U. Et ça risque de créer une fracture territoriale, c'est-à-dire que des parties du territoire seraient laissées à l'écart, isolées, abandonnées, sans développement économique. Et on aurait finalement un modèle peu soutenable, stressant, avec des coûts collectifs importants. Le deuxième scénario, c'est celui de la saturation urbaine. Un scénario dans lequel les métropoles arrivent à un point de saturation. Manque de place, densité, risque sanitaire, c'est ce qu'on avait eu avec le Covid. Bref, les grandes villes sont moins attractives et on assiste à un exode urbain. Le troisième scénario, c'est la ville du partage. Imaginez une ville dense mais agréable à vivre, c'est-à-dire moins de transport grâce au télétravail, moins de voitures, moins de bruit, et puis plus de lieux partagés comme des tiers-lieux pour le travail, mais aussi au sein des immeubles d'habitation, lieux partagés entre les habitants. Enfin, rompre avec un modèle urbain dans lequel les appartements sont vides pendant la journée et pleins la nuit, et les bureaux exactement l'inverse. Ce qui est une sous-utilisation de l'espace. On pourrait imaginer des temps complémentaires, des rythmes différents, des partages différents qui éviteraient la promiscuité, mais qui auraient les avantages d'une vie urbaine apaisée. Le dernier scénario, c'est le réseau des métropoles, c'est-à-dire des liens de coopération et de services mutuels entre les métropoles et leurs arrière-pays. Une dynamique métropolitaine qui se maintient, mais qui bénéficie au reste du territoire français, avec des échanges qui s'organisent entre les métropoles, les villes moyennes, les petites villes. En fait, une ville moyenne, c'est une ville à taille humaine. C'est une ville qui présente les avantages urbains sans le stress de la grande ville. Donc je dirais que si on prend le plus favorable de nos scénarios, qui est aussi le plus favorable du point de vue de l'équilibre environnemental, écologique et du développement économique, l'avenir des villes moyennes est tout à fait positif. Alors, votre vécu, François Merlenne, quel est-il en ce moment? Est-ce que vous accueillez des brassées d'urbains qui veulent aller des métropoles vers les villes moyennes? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on croise bien sur le terrain tout ce qui est relevé dans cette étude qui est particulièrement bien faite, puisque on a pu voir, par exemple, que alors, si on s'en tient, par exemple, sur le marché des migrations, c'est-à-dire des ventes de logements ou des locations, il y a eu une augmentation ces dernières années sur tous les territoires.
sauf d'ailleurs à Paris où le nombre de mutations de ventes ont été stables, alors que sur l'ensemble du territoire, on est passé progressivement de 700 000 ventes par an à 1 million jusqu'à l'année dernière. Donc ça montre bien qu'il y a une attente. On a plus 25% de recherche sur les sites Internet sur ce type de biens. Donc on voit bien que la maison individuelle fait rêver les Français. Par contre, dans la réalisation de ce projet, il y a quand même un vrai décalage puisqu'il y a des freins qui sont notamment liés à l'emploi. Alors, j'aimerais qu'on parle avec vous, Robert Herrmann, des métropoles, parce que finalement, ce que nous dit ce sondage en creux, c'est que les habitants des métropoles y vivent parce qu'il y a de l'emploi, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qu'au fond, sont loin d'être les plus satisfaits de leur situation. Est-ce que c'est ce que vous avez vécu, entendu de la part des Strasbourgeois? Depuis très longtemps, les Français rêvent d'une maison à la campagne et de verdure autour de leur lieu d'habitat. Je pense que les métropoles sont en capacité, je dirais en tout cas, d'améliorer la situation par rapport à ce qu'elles connaissent. Il faut traiter évidemment des problèmes de pollution, mais elles sont une réponse aussi aux défis environnementaux. On pense au réseau de chaleur, on peut penser à toute une série de sujets. La solution à la crise environnementale n'est pas forcément à la campagne, contrairement à l'idée reçue. Cela, je veux dire, est un sujet de débat qui est compliqué, mais qui mérite d'être tenu. Pour conclure, j'ai envie de vous poser une question. Alors, on a 1 minute pour conclure, donc très rapidement. Est-ce que vous voyez, pressentez une revanche des villes moyennes à travers ce sondage? Emmanuel Rivière, François Merlenne et Robert Herrmann, très rapidement. En tout cas, des opportunités, avec une condition quand même, un point sur lequel j'aurais pu insister, la présence des services publics, et notamment on parlait des plus âgés, la présence de services publics de santé fait partie des conditions qui sont très importantes dans l'attrait d'un territoire et sur lequel il y a un petit doute qui concerne les villes moyennes. Bon, moi, la réponse est oui, dans la mesure où il y a quand même une appétence, il y a un goût, il y a une envie, et je pense que ça va se traduire dans les faits dans les années à venir, ne serait-ce que par les parcours de vie. Donc je suis assez optimiste sur la capacité des villes moyennes à attirer davantage. Alors, Robert Herrmann, cette question un peu provocatrice à l'ancien président de métropole que vous êtes, la revanche des villes moyennes, vous y croyez? Non, je crois à une plus grande coopération et je crois à la complémentarité des territoires.